Parfait. Ok. Bon, je vais vous faire un petit speech. Le but, ça va pas être de parler de la philosophie de MF et toutes ces choses-là, les sources de motivation profondes et tout. Si vous voulez écouter les speeches sur ça, vous viendrez au prochain training camp à The Gymnase ou à Perpignan. Là, ce que je vais vous donner, c'est des outils concrets pour aborder de manière sereine une compétition. Ok? Mais vraiment avec des vrais outils. On vous donne des programmations pour améliorer votre physique. Là, le but, ça va être d'améliorer l'aspect psychologique et comment aborder une compétition. Surtout que des compétitions comme les Marseille Throwdown, par exemple, ça peut être très vite émotionnellement, on peut vite être submergé. Okay, l'autre fois, on en parlait avec Christopher aux affiliates. Il n'avait jamais fait de compète et d'un coup, il a vu venir tous les Instagrammeurs qu'on voit sur Instagram et on peut vite tomber dans la fascination ou autre et oublier de faire sa compète. Okay. Ensuite, le but, ça va être aussi d'abandonner l'aspect comparaison. Je sais que c'est compliqué à dire pour quelqu'un qui veut faire des compétitions. Et une compétition, le but, c'est de battre les autres. Mais, ok, le but, c'est de battre les autres, mais comment on fait pour se centrer sur sa performance, ok? L'aspect comparaison aux autres, ça peut être vite toxique, on peut tomber vite dans la perte de confiance en soi et dans le sentiment la perte de sentiment d'auto-efficacité, ok? Si quelqu'un qui prend, pour se comparer, quelqu'un de moins fort à lui pour rassurer son ego, bon, à long terme, là, c'est se mentir à soi-même, mais à long terme, on n'avance pas. Par contre, si on prend quelqu'un qui est beaucoup plus fort que nous, ça peut vite être une source de frustration, ok? Donc là, j'ai écrit cette petite citation. Des fois, les citations, c'est un peu bateau, mais celle-là, elle est lourde de sens pour moi sur ce qu'on va voir là. Centrer son attention sur les processus mène au résultat. Centrer son attention sur les résultats mène à la déception. Si vous centrez votre attention uniquement sur les résultats, vous allez oublier de faire ce qu'il faut faire, donc les processus, et du coup, vous n'aurez pas les résultats. C'est le serpent qui se mord la queue, mais c'est vrai. Ok ? Donc déjà, première chose, la place de la compétition en question sur vos objectifs au long terme ou dans votre carrière. Donc là, par exemple, pour certains, ça peut être faire podium au Marseille Throwdown, dans sa catégorie d'âge, la meilleure compétition de France. Pour d'autres, ça peut être une étape pour un jour aller en demi-finale. Pour d'autres, ça peut être une étape pour peut-être réussir à y aller déjà en élite et peut-être les années d'après réussir à faire des demi-finales, finales. Voilà. Déjà, se dire quelle est la place de la compétition dans ma carrière, entre guillemets, ou dans mes objectifs au long terme. Savoir que le fitness, c'est un voyage, et il y a des étapes. Ok ? Des objectifs mesurables, auto-référencés et orientés sur la tâche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout à l'heure, Pierre, il va en parler peut-être un peu mieux. Des objectifs mesurables. Donc, dans le monde du sport, dans le monde même tout court, on ne contrôle pas tout. D'accord ? Vous ne pouvez pas contrôler ce que font les autres. Okay ? Vous pouvez vous dire, cette compétition, je veux battre un tel, mais vous ne contrôlez pas ce que les autres font. Mais par contre, vous pouvez contrôler ce que vous faites. Donc déjà, plutôt que vous dire, ok, j'y vais pour faire 10e, essayez de vous dire déjà, par exemple, ok, ben, je vais essayer déjà sur tel WOD, réussir à faire. Donc, je prends l'exemple du WOD 1 des Marseille. Le rameur, pour moi, c'est une faiblesse. Je vais essayer de faire tous les 400 mètres un peu plus rapide que ma vitesse aux 2000 mètres, par exemple. Ça, c'est un objectif mesurable. C'est mesurable, d'accord ? Auto-référencé, donc référencé sur soi-même. Je reviens à l'exemple du rameur. Un peu plus rapide que mon temps aux 2000 mètres. Je ne vais pas essayer de faire un peu plus rapide que le temps aux 2000 mètres de Romain Fellono ou Can Porter, peu importe qui y aura à la compète, d'accord ? Mon 2000 mètres à moi. Et orienté vers la tâche. Donc là, le rameur. La tâche, c'est le rameur. Ou le WOD en question, d'accord ? Ensuite, des stratégies définies en fonction de votre fitness, d'accord ? Évidemment, si, par exemple, sur le WOD qu'on a fait tout à l'heure, vous avez du mal à faire 42 wall ball à 12 unbroken, vous ne l'avez jamais fait, vous n'allez pas vous dire, je vais faire tout le WOD unbroken. D'accord ?
il faut que la stratégie soit cohérente par rapport à votre fitness et vos capacités. Après, évidemment, il y a des moments dans la compète où vous allez vouloir vous tester. Il y a un moment donné, vous allez arriver, il y a 15 chest to bar à la fin du WOD. Ok, est-ce que je vais arriver à les faire unbroken? Ben, on va voir. Ça va être le moment de me tester. Mais en tout cas, la stratégie, je vais la faire en fonction de mon fitness et pas du fitness de Matt Fraser. Par exemple, aux Open, chaque année, il y a les annonces des WOD, on voit les athlètes des Games faire, et tous les ans, je vois des mecs faire leur stratégie en fonction du temps de Medeiros. Ok, Medeiros, il a fait 7,45 sur le deadlift burpee. Ouais, mais c'est Medeiros, tu mettras pas à 8,30. Enfin, avec ton niveau à toi, il faudrait peut-être que tu sois cohérent avec ton temps au 100 bar facing burpee 4 times si tu le connais, ta capacité à faire des deadlifts, est-ce que tu es capable d'en faire 10 unbroken sans trop de difficulté, etc. D'accord? Ensuite, visualisation. Donc, je définis ma stratégie et je visualise le WOD en fonction de ma stratégie, donc je la mets en place dans ma tête, et en fonction des standards et du flow du WOD. Donc tout à l'heure, on devait déplacer la box. Imaginez, vous arrivez à la compétition, un WOD sort, vous mettez en place votre stratégie en fonction de votre fitness et de tout ce qu'on a vu avant, donc la place de la compétition, l'objectif dans la compétition, etc. Et vous allez fermer les yeux, vous visualisez en train de faire le WOD, avec les standards du WOD, le flow et votre stratégie. Et par exemple, ça c'est scientifiquement prouvé que ça marche. Les skieurs de haut niveau, avant de faire une course, ils visualisent chaque virage, chaque plot, etc. D'accord? Et moi j'ai des potes qui font de la force athlétique, avant de faire une barre, ils sont tellement habitués à faire des squats, etc. Avant d'aller faire une barre en compétition, en fermant les yeux, en visualisant, ils sont capables de sentir le poids de la barre sur leurs épaules. Ils sont capables de sentir le grip de la barre. Okay, ça, c'est quand on atteint un certain niveau de visualisation, mais pour atteindre ce niveau-là, il faut déjà le pratiquer. Déjà, vous pouvez le mettre en place, évidemment au Marseille Throwdown, mais par exemple, votre prochain WOD de qualif, votre prochain Friday Simulation, ça sert à ça, vos prochains Open, etc. Ok? Donc là, j'ai fait un petit tableau. Ce tableau-là, donc là, tout ce que je vous dis, on va vous l'imprimer, on vous le donnera demain. Il y a un tableau et ce que je vous conseille, moi, de faire vivement, c'est de prendre un carnet avec vous à la prochaine compète et essayer de mettre en place ça sur votre carnet. Ok? Donc là, on va faire un exemple de préparation d'un event de la compétition. Ok? Donc là, j'ai pris en exemple l'event 1 des Marseille Throwdown de 2021. Donc c'était un 4 time de 400 mètres de row, 25 HSPU, 25 toes to bar, 400 mètres de row, 20 HSPU, 20 pull-up, 400 mètres de row, 15 HSPU, 15 chest to bar. Ok, c'était le premier WOD, le premier event. Donc déjà, ce que les anglophones appellent the big picture, donc la place de l'event dans mon objectif. Ok, mon objectif c'est cette année au Marseille, j'aimerais être dans le top 20. Ok. Donc déjà, prendre confiance en soi. On regarde les mouvements du WOD. Donc déjà, il y a 25 HSPU, en tout dans le WOD, il y en a 60. Ok. Ce que je peux me dire moi, je prends un exemple pour moi, 60 HSPU, c'est le volume que je fais en strict dans une séance. Donc je sais que la HSPU, ça va aller. 60 HSPU, je vais les encaisser. Ensuite, 400 mètres de row, bon, là il y a 2 mois, j'ai fait un cycle de 8 semaines de progression aux 2 km/h. J'ai progressé dessus, par rapport à il y a un an, je suis meilleur. Ok. Et puis j'ai envie de tester toutes mes séances que j'ai mis en place cet hiver et pendant la saison off, j'ai envie de me tester. Donc ça, c'est un exemple de prendre quelque chose d'auto-référencé, l'écrire et pour prendre confiance en soi. Okay, si dans l'event, il y a 100 dumbbell snatch, ok, ben, les dumbbell snatch, je les ai bossés toute l'année, tout l'hiver, aux Open, ça allait, là, ça va le faire. Okay, c'est l'exemple que je vous donne. C'est ce que vous pouvez mettre vous en place. Ensuite, le focus. Donc, être discipliné dans l'exécution. Si je me dis que sur les 25 toes to bar, je fais 15-10, je ne commence pas à partir sur 25 dans la série, sauf si vraiment je me sens très très bien, pour après breaker les pull-ups. Ou pour après changer la stratégie dans le WOD et tomber dans la stratégie du chaos. Okay, je prends l'exemple aux Alsace Throwdown. Récemment, j'ai fait les Alsace Throwdown avec Mathis, en team. Il y avait, c'était combien de toes to bar? C'était 40? Si c'était 40 toes to bar. Il y avait 40 toes to bar synchro. Avec Mathis, on s'était mis d'accord de breaker la première série parce qu'il y en avait
40 à la fin du WOD. Bon, ben, dans la série, Mathis, il m'a dit non, on fait 40. Bon, ça n'a pas du tout payé. Ça, c'est l'exemple à ne pas faire, ok? Rester concentré sur sa stratégie, être discipliné, ça marche dans l'autre sens. Si à un moment donné, j'arrive sur le 3e 400 mètres haut, je me suis fixé une pace de 1,43 et qu'à un moment donné, je suis à 1,48, bon ben, j'y vais, je fais l'effort de rester au moins à 1,45, au moins, d'accord? Focus sur ma course et ma lane. On peut très vite tomber dans le « je regarde ce qui se passe à côté ». Bon, l'année dernière, j'étais dans le hit Felono, bon, il y avait Felono, Can Porter, Guillaume Briand, Gilles Host, des monstres. C'est très facile d'être déconcentré, de regarder ce qui se passe à côté. Moi, il me restait 100 mètres à faire, il y en avait qui descendaient déjà du rameur. Non, on reste sur sa lane, d'accord? Pas d'excuses, je laisse tout ce que j'ai sur le floor. Ok? Ok, peut-être j'ai un peu mal à l'épaule, j'ai un peu mal au coude, j'ai un peu mal au genou. Non, mais quand je suis sur le floor, j'y vais. Il n'y a pas de j'ai mal dormi la veille, j'ai 10 BPM de plus au repos. Non, j'y vais, je donne tout ce que j'ai. Et j'évite les dialogues internes négatifs. Okay. Ensuite, détail et flow du WOD. Donc par exemple, sur le flow de ce WOD-là, on était obligé de remettre le rameur à 0 avant d'aller à la gym. Donc par exemple, Mathis, il avait oublié de remettre son rameur à 0, il a dû revenir de la barre, remettre le rameur à 0. Pendant ce temps-là, tu avais ses concurrents qui avaient déjà fait 5 toasts to bar. C'est bête. C'est très bête de perdre du temps sur ça. Okay, donc, la visualisation, ça sert aussi à ça, mais l'écrire, c'est bien aussi, au moins vous l'avez retenu. Donc, aussi par exemple, faire en sorte de montrer à mon juge que je verrouille bien les coudes sur les HSPU, des exemples comme ça. Bien passer le menton sur les pull-ups, etc. Okay, écrire les détails et les flows du WOD pour pas avoir de non-rep bêtes ou on va dire de mauvais événements qui vous empêcheraient de perdre du temps, enfin qui vous feraient perdre du temps bêtement. Ensuite, préparation et récup. Alors, là en l'occurrence, celui-là c'était le premier event de la compétition. En compétition, il y a toujours, ça dépend les compétitions, mais il y a toujours un aspect KO quant aux zones de warm-up. Alors à Marseille, ça va, parce que vous n'avez pas le droit de rentrer 30 minutes, plus de 30 minutes avant votre WOD. Du coup, dans les zones de warm-up, il n'y a pas beaucoup de monde, il y a juste les gens qui passent avec vous. Mais il y a des compétitions, je prends l'exemple des West Coast Throwdown, on avait un WOD rameur, il y avait un rameur pour 180 équipes. Et on était dans les zones de warm-up, on était à chaque fois à plus de 40 équipes. Bon ben, autant vous dire que vous échauffez au rameur, vous oubliez, vous trouvez autre chose. Mais du coup, ça, il faut le préparer. Il faut, dans vos warm-up, prendre compte de ça. Okay, donc déjà, préparation et récup. Déjà, première chose, vous avez vos horaires de passage, faire en sorte de, avant votre event, 1h30, 2 heures avant, avoir mangé quelque chose, avoir quelque chose dans le corps. Okay, repas ou collation, 2h30 ou 1h30 avant le WOD. Souvent dans les compètes, on voyage, on récupère le Airbnb ici, machin, il y a des trucs qui font que ça rend les choses difficiles, mais essayez d'être organisé sur ça. Okay, avant mon premier WOD ou avant mes WOD, je fais en sorte d'avoir mangé quelque chose au moins 1h30 avant. D'accord ? Ensuite, en termes de warm-up, moi ce que je conseille, si vous avez accès comme au Marseille à tout, 10 minutes pour le premier WOD. Après, sur les autres WOD, ça se complique parce qu'on enchaîne les WOD et souvent on a moins besoin de s'échauffer sur les WOD suivants. Mais en tout cas, le premier WOD, 10 minutes, aérobic prep, ergo, vitesse de zone 2 à peu près, okay, histoire d'activer les enzymes et le système aérobie. D'accord ? Ensuite, 10 minutes pour être confortable sur les mouvements du WOD. Je m'ouvre les épaules pour la HSPU, j'ouvre ma chaîne postérieure pour les toast to bar. Je fais en sorte d'être à l'aise sur la position de handstand, le standard, etc. D'accord ? Et ensuite, échauffement spécifique. Donc sur un WOD comme ça, par exemple, 200 mètres, deux rounds de 200 mètres de row, 5 HSPU, 5 toast to bar, 5 HSPU, 5 pull-up, 5 HSPU, 5 chest, 2 fois. 200 mètres et les mouvements de gym. Okay, et après, j'y vais. D'accord ? Alors, il y a des compétitions. Par exemple, au French, c'était quoi, 20 minutes avant que... Il vous appelait 20 minutes avant le WOD ? Ouais. Ça se pratique à l'entraînement. Il y a des compétitions, plus la compétition est grosse, plus vous allez attendre. Et c'est possible que vous fassiez une RM snatch ou une RM clean and jerk, et la dernière barre que vous ayez touchée, c'est 10 minutes avant. Ça se prépare. Vous pouvez faire, par exemple, dans le couloir, vous dire, ok, toutes les 1h30, je lance mon chrono, je fais 5 jumping squats. Déjà, vous réduisez la casse, entre guillemets. Et vous arrivez un peu, le système nerveux un peu plus sous tension que si vous faites rien du tout.
Ensuite, après chaque WOD, moi ce que je conseille de faire, c'est 10 minutes d'ergo. Si vous n'avez pas accès à la zone de warm-up, marchez 10 minutes, tranquille, au frais, donc dans un endroit climatisé si c'est l'été, ou en tout cas où il fait frais à l'ombre. Ensuite, pendant que vous marchez, vous faites votre ergo, respiration complète, cage thoracique ouverte. Et puis, juste après l'event, un shake ou un smoothie ou quelque chose avec un indice glycémique élevé, de manière à avoir des glucides, refaire les stocks de manière rapide, qui soient disponibles rapidement. Et 1 heure après, parce que c'est souvent le temps que ça prend pour que l'appétit revienne, manger quelque chose de solide. Si, avant le prochain WOD, vous avez 1h30 pour digérer. Sinon, vous restez sur des aliments qui sont faciles à digérer, type compote, smoothie, shaker, etc. Ok ? Ça, c'est mes conseils. Après, il y a des différences interindividuelles quand même. Il y en a qui, pendant toute une compète, ils n'arrivent pas à manger solide du tout. L'appétit ne vient pas, du coup, ils sont obligés de boire des smoothies, des compotes, des shakers, des trucs faciles à manger. Mais en tout cas, si vous avez un laps de temps conséquent entre les WOD, si vous pouvez manger solide, c'est bien. Ensuite, stratégie et plan. Donc ça revient à la stratégie. Je mène une stratégie auto-référencée sur mon fitness. Donc, par exemple, sur le rameur, je vais essayer de ramer mon temps, ma vitesse moyenne aux 500 mètres sur le 2 km, c'est 1,41. Ok, je vais essayer de partir à 1,40. Et je vais essayer de le tenir sur les 3 rounds. Et je sais pertinemment avant de faire le WOD que celui-là, ça va être dur. Mais je le sais, donc je me prépare pour, mentalement. Ensuite, je fais en sorte de envoyer des coups de rame complets jusqu'au dernier mètre. Je ne fais pas les trucs là qui me font perdre quelques secondes précieuses à chaque fois. Je fais en sorte de bien exécuter mon WOD. Dans la stratégie, je peux me dire, pour moi, en fonction de mon fitness, je vais faire tout l'HSPE unbroken. C'est un mouvement où je suis bon, je vais y aller et je vais essayer d'être rapide sur l'exécution. Essayer d'avoir moins de 5 secondes entre le dernier coup de rame, enfin le moment où je pose ma rame, et le premier HSPU. Et moins de 5 secondes entre mon dernier HSPU et mon premier toast to bar. Ça, c'est important. Okay ? Combien de temps je mets entre ma dernière répétition du mouvement et ma première répétition du mouvement d'après. Okay ? Donc ça, pour la stratégie et le plan. Essayez d'avoir une stratégie sur votre fitness, mesurable et objective sur les mouvements du WOD. Okay ? Et vous êtes deuxième au classement, vous voulez doubler le premier, ça ne marche pas toujours. Alors des fois dans le WOD, les athlètes de très haut niveau, si vous regardez les games, ce week-end c'est les games, des fois ils arrivent à regarder ce que l'autre fait, à combien de points il est, etc. Et ils arrivent pendant le WOD à adapter leur stratégie, mais ça, c'est lorsqu'on atteint déjà un certain niveau et qu'on a réussi à mettre tout ça en place déjà auparavant. Okay ? Alors quand je dis un certain niveau, ce n'est pas un certain niveau de fitness, c'est un certain niveau de pratique de la compétition. Ensuite, revue à la fin du WOD, une revue objective. Donc, le temps que j'ai mis par mouvement, donc là par exemple sur le 400 mètres, j'ai mis 1 minute 10, sur celui-là j'ai mis 1 minute 10 et sur celui-là j'ai mis 1 minute 30. J'ai pas réussi à tenir ce que je voulais, ok, il faudra que je taffe sur ça. Là sur les HSPU, les 15 derniers j'ai dû breaker. J'aimerais être capable de faire tout ça sans breaker. J'ai réussi à faire unbroken, les 25 toast to bar, mais j'ai mis tant de secondes. Ok, sur la vitesse d'exécution, j'aimerais être capable d'aller plus vite, de travailler à l'entraînement. Ok, une revue objective du temps que j'ai mis sur le WOD, du temps que j'ai mis par round, etc. Où est-ce que je peux gagner du temps, les transitions, etc. C'est pour ça que c'est bien de se filmer quand vous faites des WOD de qualif, quand vous faites des Friday, quand vous faites vos WOD de compète. Revue subjective, donc sensation interne. Donc qu'est-ce que j'ai senti quand j'étais sur le 400 mètres haut, qu'est-ce que j'ai senti, celui où j'ai ralenti? Est-ce que c'était les jambes? Est-ce que j'hyperventilais? Est-ce que j'avais ma fréquence cardiaque qui était très haute? Moi, je me rappelle sur ce WOD, ça va être en lien avec la revue émotionnelle, mais ça faisait 2 ans que j'avais pas fait de compète en NDIF parce qu'il y avait eu le Covid, etc. Et en plus de ça, les Marseillais, c'était au Dôme, le cadre était très beau et tout. J'étais dans le hit des plus forts. Je vous jure, quand j'ai fait 150 mètres, j'avais l'impression d'avoir fait le WOD entier. Le stress, c'est tellement fatigant. Émotionnellement, j'étais tellement plein d'émotions que j'avais les jambes coupées au bout de 150 mètres de rameur. Et c'était Mathis qui me disait en rigolant que dans le couloir avant d'aller faire le WOD, il avait envie de pleurer. Mais c'était presque ça, moi aussi.
Le premier WOD, il y a toujours beaucoup de stress. Après, ça s'évacue à la fin du premier WOD. Le deuxième WOD, on le prend toujours un peu plus cool. Mais c'est vrai qu'on peut vite être submergé. Du coup, ça aide beaucoup. Du coup, review subjective. Pourquoi j'ai breaké les 15 HSPU? Est-ce que c'était mon mouvement qui s'est enrayé? Est-ce que mon keeping n'était pas très efficient? Est-ce que j'avais juste plus de capacité à pousser? Donc du coup, moi après, ça peut m'orienter ou orienter mon coach sur les entraînements à venir et les progressions à venir. D'accord? Ça, c'est la revue subjective sur les sensations. En général, la revue objective, la revue subjective, on essaie de faire le lien. Ok? Revue émotionnelle. Donc ça revient à ce que je disais. Qu'est-ce qui s'est passé émotionnellement dans le WOD? Ok, sur le premier 400 mètres, j'avais les jambes coupées, j'avais le souffle coupé, j'avais le cardio qui était très haut par rapport à d'habitude. Est-ce que j'ai réussi à faire redescendre tout ça? Est-ce que j'ai réussi à rester concentré sur ma lane? Est-ce que j'ai trop regardé ce qui se passait à côté? Est-ce que j'ai réussi à serrer les dents à la fin du WOD pour faire les 15 chest unbroken alors que les 5 dernières étaient très dures? Voilà, une revue émotionnelle, savoir comment vous avez réagi émotionnellement, quelles émotions sont venues en vous. Alors des fois c'est difficile parce qu'on ne se rend pas compte dans le feu de l'action, mais c'est bien des fois de se poser, d'y réfléchir et de l'écrire. Ok? Surtout de l'écrire. Voilà, ça sera à peu près tout. On imprimera ça, on vous le donnera et comme ça au moins vous pourrez essayer de le mettre en place. Du coup, Pierre, je te laisse la place. Juste, je rebondis par rapport à ce que tu as dit. La fin, je pense que c'est vraiment important de l'écrire. Ouais. Parce qu'en fait, toutes ces revues, on les fait de façon instinctive. Dans la... Fois, ouais. on le fait tout seul. On le fait en racontant son WOD à son coach ou à ses partenaires d'entraînement. Mais ça reste juste le temps ouais, après vous l'oubliez. de la discussion. Et après, on l'oublie. Et c'est vrai, là, moi, je suis en train de remémorer ce WOD. Et je me souviens, là, maintenant, je me souviens que les 15 chest bars, j'avais dû les breaker. Alors que dans ma strat, je pensais que ça passerait tout seul. Mais vraiment, la puissance de l'écrit, elle est phénoménale. Et ça permet de passer beaucoup de caps et en plus de donner à son coach. C'est ça, donner surtout au coach, comme je disais, la revue objective et subjective. Ok, le dernier 400 mètres, t'as pas réussi à tenir ton pace, mais t'as ressenti quoi? Est-ce que ça brûlait? Est-ce que c'était le souffle? Est-ce que c'était ta technique qui s'est dégradée complètement? Au moins, le coach, lui, ça l'oriente. Et puis avoir un dialogue avec le coach pour l'orienter sur les progressions à venir. Et évidemment, à l'entraînement, le but, c'est ce que vous faites, que ça ait du résultat. C'est pas faire pour faire, d'accord? C'est que le temps que vous passez à l'entraînement, ce soit vraiment concret, quoi. Et que ça ait des résultats. Et puis, en plus de ça, le fait de l'écrire, ça nourrit la pensée. Au moins, quand vous le reprenez, vous n'avez pas à tout réfléchir. C'est déjà écrit et vous pouvez reprendre là où vous étiez. Je te laisse à toi. Ok, du coup, moi j'ai préparé une petite présentation sur les aspects motivationnels dans le sport de haut niveau et ça va être issu de mon expérience perso, mais aussi et surtout de beaucoup de partage avec des athlètes de top niveau mondial, beaucoup en triathlon, mais pas que, aussi dans d'autres sports. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais essayer de me présenter rapidement. En gros, j'ai commencé le sport en étant tout petit. Je viens d'une famille avec des parents très sportifs. Donc j'ai touché un petit peu à tout, essentiellement au début du basket, du judo, du tennis. Et quand je suis arrivé au collège, j'ai vu que la star du collège, c'est celui qui gagnait le cross du collège. Je me suis dit, il faut que je gagne le cross du collège. Donc je vais courir. Et comme ça, je commençais à courir et ça m'a pris toute ma scolarité du collège pour gagner le cross, enfin. Et après, je passais au lycée, donc ça m'a pris du temps. Et à ce moment-là, j'allais en centre aéré tous les étés. Et mes moniteurs favoris faisaient du VTT. Donc au moment où je voulais m'acheter une mobilette, au final, j'ai acheté un VTT parce que je voulais aller avec mes moniteurs le week-end faire du vélo avec eux. Et je suis tombé sur un gars qui faisait du triathlon et il m'a dit « Ouais Pierre, tu cours, tu fais du VTT, il faut que tu essayes le triathlon. » Donc je me dis bah vas-y, c'est quoi le premier triathlon UNSS qu'il y a? J'y vais. C'était un petit triathlon championnat départemental. C'était à Loriol, là dans la Drôme, pas très loin. Et j'y suis allé et quand j'ai découvert ce sport, je me suis dit ça va être
mon sport pour ma vie. Et je suis vraiment tombé là-dedans. Et au début, j'étais vraiment un athlète, tout ce qu'il y a de plus lambda. Et au gré des entraînements et des années qui sont passées, j'ai pu vivre moi du triathlon. J'ai été champion de France en junior, en triathlon, en duathlon. Aussi, j'ai mis des lignes exotiques, mais j'étais champion de France de triathlon des neiges. C'est ski de fond, VTT, course à pied. J'ai fait 3e au championnat du monde junior de triathlon des neiges. Ensuite, en triathlon en U23, je fais 6e au championnat du monde. En élite, j'ai fait 3 podiums, dont une victoire sur des Coupes d'Europe. J'ai fait des Coupes du Monde, j'ai fait un petit peu tout. Et voilà, j'ai pu vivre du triathlon. C'était une expérience extraordinaire. Et j'ai pu voyager partout dans le monde et rencontrer vraiment des gars qui sont devenus des méga stars dans le triathlon. Et ça m'a vraiment beaucoup apporté. Quand il y a eu la naissance de ce petit, j'ai commencé à bosser et là j'ai dû mettre le sport entre parenthèses complètement parce que j'avais vraiment plus de temps pour moi. Donc en gros, j'ai rien fait pendant 2 ans. Et après, j'ai commencé à faire un petit peu de fitness. Mon petit frère, lui, il s'est lancé le défi de faire un marathon. Donc, je l'ai accompagné avec lui. J'ai fait le marathon de Montpellier. J'ai fait 2h36 sur le marathon. C'est un bon chrono. Quand j'étais plus jeune, j'ai mis un peu mes records perso. J'ai fait 30-42 sur 10 km. C'était la 100e meilleure performance française de l'année. J'ai fait 10e au championnat de France de 10 km sur route, FFA, en junior, en 32-23. Natation 56-4 au 100 mètres nage libre et 2000 mètres rameur indoor, j'ai fait 6-25, champion du Languedoc-Roussillon devant les mecs en combi. Bref, j'ai arrêté complet le triathlon quand il y a eu sa naissance et après je suis revenu, mais pas en mode triathlète professionnel, mais en mode amateur plus. Et je suis passé sur la distance Ironman. Donc ce Ironman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 4 km de natation, 180 km de vélo. Donc c'est une étape de Tour de France. Et à la suite de ça, c'est un marathon. Donc c'est une belle et longue journée de sport. Et c'est un sacré défi que je vous encourage à faire une fois dans votre vie. Et franchement, c'est très différent de ce qu'on fait en CrossFit, mais c'est le kiff absolu. Bref, voilà. Ce que je vais vous présenter là, ce n'est pas des conseils et encore moins des consignes. C'est plus partager mon expérience avec vous et qu'on puisse échanger. Il y a beaucoup de choses qui vont être en lien avec ce que Ruben a dit. Et ce qu'il faut vraiment qu'on garde à l'esprit, c'est qu'on est tous différents et il n'y a pas de méthode universelle. Il y a toujours un côté subjectif dans tous les thèmes qu'on peut aborder. Là, il y en a qui vont dire il fait chaud, il y en a qui vont dire il fait bon. Ça peut se discuter, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait chaud. Il y a toujours une mesure rationnelle, c'est là, il fait 31 degrés Celsius. Ça, c'est du rationnel, c'est du factuel. Et après, il y a toujours une appréciation qui est personnelle. Et ça, on ne doit pas la discuter. Mais moi, je vais vous donner plusieurs trucs qui peut-être ça vous parlera, peut-être ça vous parlera pas. Et il y a aussi beaucoup de choses qu'on fait de façon assez instinctive, de la même façon que la revue. Mais des fois, de mettre un peu des concepts, ça permet d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion et de se rendre compte de pas mal de choses aussi. Moi, je vais essayer de vous parler un petit peu plus de ce qui va être lié à la motivation et ce qui fait un peu le propre d'un sportif de haut niveau, ce qui va faire qu'un gars il va être un cran plus haut dans le game. Je vais vous parler surtout des objectifs. La bonne définition d'un objectif, c'est souvent ce qui est le moteur de la motivation. On va parler de motivation extrinsèque, intrinsèque, l'univers des possibles, la pensée positive et le travail, la pyramide de l'accomplissement et du travail. Et il y a beaucoup de choses qui vont être en lien avec ce que Ruben a dit. Donc, et il y a aussi des sujets que tu as abordés toi dans d'autres podcasts. Donc Ruben, n'hésite pas à venir compléter. J'ai d'autres notes qui sont là. Oui, je vais les reprendre ici. Donc là, on va
passer sur la définition d'un objectif. Il y a un auteur et un prof qui s'appelle Peter Drucker. Donc à la base, c'est en management d'entreprise. Il a construit une méthode sur la définition d'un bon objectif et c'est l'objectif SMART. Donc SMART, c'est pour Specific, Measurable, Attainable, Relevant et Time-Based. En sachant que pour chaque, donc c'est un acronyme, en sachant que SMART veut aussi dire intelligent, futé, bien pensé. Et je pense mon approche en tout cas, c'est qu'un sportif de haut niveau, il a la capacité à se fixer des objectifs très très smart et de mettre en place ce qu'il faut pour exécuter l'objectif. Et il y a une forme de clairvoyance et de lucidité qui est parfois un cran au-dessus de ce que tout le monde est capable de faire. Un objectif SMART, donc le S, il est pour spécifique et il est pour simple. C'est un petit peu, Ruben en a un petit peu parlé, il faut que l'objectif il soit clairement défini. Où, quand, comment, ça doit être clair, net, précis, ça doit être aussi en lien avec la personne qu'on est. Ça c'est vraiment très très important. Mesurable, ça c'est dans la performance. On doit avoir un critère objectif, on doit pouvoir mesurer. C'est pour ça que quand on a fait les débuts de cycle, dans la prog généraliste ou en perso avec Ruben, on fait des tests parce qu'on veut savoir quand un gars il dit ouais, moi je suis bon en pull-up, bon ça veut rien dire. Parce qu'on est toujours le mauvais de quelqu'un entre guillemets. Mais je peux faire 50 pull-up en 50 secondes, ça c'est objectif. Et très souvent en fait la mauvaise définition d'un objectif, c'est parce qu'on va oublier le critère mesurable. Donc un athlète qui va venir et qui va dire je vais être meilleur en natation, ça veut rien dire en fait. Donc s'il tombe son temps de 100 mètres sur 100 mètres de 2 secondes, c'est bien, c'est pas bien. Voilà, il faut vraiment fixer des choses qui sont mesurables objectivement. Et juste dire je veux bouger mieux, je veux être plus fort, je veux ci, je veux ça, c'est pas assez clair. Donc ça, et quand un des critères SMART n'est pas assez clair, il peut y avoir une baisse de motivation. Parce qu'on peut dire ouais, je veux être meilleur en CrossFit, ok, tu es passé de 20e à ta compète à 15e, est-ce que tu as progressé en CrossFit ou pas? Ça, on n'est pas sûr en fait. Là, on est trop dans le subjectif. Et là, il faut qu'on soit vraiment dans l'objectif à 100%. Atteignable, c'est vraiment le propre là du sportif de haut niveau, c'est qu'il faut que ce soit ultra ambitieux et en même temps, il faut que ce soit possible. Et il y a cette frontière qui est un petit peu dans une zone grise et je vais y revenir un petit peu après. Un sportif de haut niveau, il est capable il sait de quoi il est capable à moyen terme, à plus long terme et il sait aussi le travail que ça va engendrer derrière et de mettre la motivation au quotidien pour arriver à cet objectif. Relevant, l'objectif il doit avoir du sens, ça doit être pertinent. Donc en gros si Ruben demain je sais pas, il dit ouais je vais être champion de France de patinage artistique, est-ce que c'est relevant pour lui dans sa vie, dans qui il est et tout? Ça, il faut vraiment aussi se poser les bonnes questions sur ce qu'on veut faire. Et enfin, super important, c'est le time base. C'est la définition de l'objectif dans le temps. Donc quand on dit ouais, ça doit être mesurable, ça doit aussi être défini dans le temps. Parce que quand je dis je veux snatcher 95, est-ce que c'est dans les 6 mois, est-ce que c'est dans les 2 ans, etc. Et dans les projets d'un sportif de haut niveau, très souvent on raisonne en termes d'Olympiade, donc c'est au moins des projets de 4 ans. Donc ça un objectif qui va être trop loin dans le temps, c'est dur de maintenir la motivation au quotidien. Un objectif qui va être trop près dans le temps, tout simplement on va manquer de temps pour pouvoir l'atteindre. Donc il faut pouvoir bien jauger ce paramètre-là et ces 5 critères-là, il faut vraiment bien les combiner ensemble. Et si on arrive, et après,
ce qui est aussi très important, c'est qu'on peut définir plein de sous-objectifs. Donc quand je dis je veux être meilleur en CrossFit, donc ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois snatcher 95 dans 2 ans, je dois être capable de faire 60 pull-ups là dans 6 mois. On peut se fixer plein de sous-objectifs. Et tout ça, c'est vraiment important, pareil, de l'écrire, parce que quand c'est dans un coin de notre tête, ça reste dans un coin de notre tête. Ok. Est-ce qu'on peut donner un exemple concret d'objectif SMART? Ouais, vas-y. Je parle pour moi par exemple. Ok, j'aimerais squatter 175 d'ici le mois de décembre. Je sais ce que je dois faire. Je sais que je dois faire un cycle de squat qui soit cohérent évidemment. Et évidemment, il faut que ce soit relevant aussi parce que est-ce que c'est cohérent avec mes objectifs de CrossFit aussi. Donc une fois que je sais que je dois squatter, donc c'est spécifique. Ok, c'est le squat. Pourquoi le squat? Parce que moi, c'est une de mes faiblesses en CrossFit. Mesurable, ben, c'est mesurable. Je suis à 165 aujourd'hui, je vais être à 175. Atteignable, est-ce que c'est atteignable? Oui, je pense. Relevant, est-ce que c'est cohérent avec mes objectifs en CrossFit au long terme? Et time domain, mesuré dans le temps. Parfait. Il y a beaucoup d'athlètes qui vont noter ces objectifs-là. Et pareil, la puissance de l'écrit et de la visualisation, c'est sur le frigo. C'est à côté du volant de la bagnole. C'est sur les montres. On peut se mettre un truc là. Moi, quand j'étais triathlète, j'avais Ironman Nice avec la date. Tous les jours, quand je regardais ma montre, je voyais Ironman Nice avec la date. Et ça, quand vous l'avez sous les yeux au quotidien, parce que forcément, il y a des jours où on a moins envie. Il ne faut pas se leurrer. On va en parler après. Mais quand l'objectif il est écrit et qu'il est bien défini et qu'on le voit tous les jours, là, il y a un truc qui se met en place et ça aide énormément. En tout cas, moi, perso, l'écrit m'aide beaucoup. Motivation extrinsèque et intrinsèque. Je pense que ça parle déjà à plusieurs personnes, vous voyez un petit peu. La motivation extrinsèque, c'est celle qui vient de l'extérieur de nous. Ça peut venir de la famille, de son entourage, donc les amis, ça peut être le conjoint, ça peut être aussi le coach. C'est ce qui est en dehors de nous. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être des choses toutes bêtes comme la musique, ça peut être des récompenses, cash prize, ça peut être à l'inverse des formes de sanctions. Si j'y arrive pas, j'aurai pas ça. Ça peut être l'image perçue par les autres. Bon, ça rejoint un petit peu les réseaux sociaux. Donc c'est un bon exemple de motivation extrinsèque. C'est je vais me marier dans 6 mois, c'est pas moi, mais quelqu'un va se marier dans 6 mois, il ou elle veut perdre du poids pour faire plaisir à son mari ou sa femme. C'est un objectif louable, c'est une forme de motivation qu'on peut prendre, mais si sa motivation elle est intrinsèque, si sa motivation première c'est se dire je veux perdre du poids parce que je pense que je vais me sentir mieux, cette forme de motivation sera beaucoup plus puissante et beaucoup plus durable dans le temps. Donc la motivation intrinsèque, c'est celle qui vient de l'intérieur de nous et elle dépend de rien ni personne. Ça ne dépend pas de la musique que j'entends à la radio, ça ne dépend pas de ce que lui ou elle il pense de moi. C'est une forme de flamme intérieure. C'est un truc qui brûle en nous. C'est la passion de ce qu'on fait en fait. Et la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque, pour moi, ce n'est pas forcément deux silos qui sont écartés. Pour moi, il y a une forme de perméabilité entre les deux. Et très souvent, la motivation extrinsèque, elle va ensuite venir alimenter la motivation
intrinsèque, ou ça peut être aussi un cheminement de vie. Par exemple, le gars il veut perdre 20 kilos pour faire plaisir à sa femme pour le mariage, puis au final, donc il va se dire bon, bah, faut que je cours un peu. Au début, ça le fait chier de courir parce que il veut juste faire plaisir à sa femme. Puis au bout de 6 mois, en fait, il a perdu du poids et il se rend compte que courir le dimanche, en fait, c'est cool parce que il pense à d'autres choses, il voit qu'il a un meilleur fitness, il a un meilleur body et ça peut venir en fait allumer sa flamme intérieure à lui et ensuite déboucher sur une forme de motivation intrinsèque. Et sans tomber dans la psychologie de comptoir, on a souvent un truc qui naît quand on est plus jeune et des fois on a besoin de reconnaissance ou on veut attirer l'attention de ses parents ou de sa maîtresse ou je sais pas quoi. Et après ça devient une sorte de flamme intérieure. Et c'est vrai qu'il y a des athlètes, et ça on est un petit peu inégaux, il y a des athlètes qui naissent avec une motivation intrinsèque, une flamme intérieure, c'est un volcan. Et en fait, ils ont ça de façon naturelle. Et pour d'autres personnes, c'est un travail un petit peu à faire au quotidien, mais c'est un cheminement que tout le monde peut faire. Et on peut alimenter avec cette motivation extrinsèque, on peut venir alimenter cette flamme. Mais cette flamme qui brûle en nous, c'est à nous en fait de la nourrir et de faire en sorte qu'elle ne s'éteigne jamais et voir qu'elle grandisse et qu'elle prenne de la puissance. Et les compétitions, c'est aussi justement le moment où on peut venir alimenter cette flamme. Parce qu'on va prendre du plaisir, parce qu'on va aussi on va se retrouver face à des challenges et des difficultés. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc qui est très très puissant et qui se travaille entre guillemets, mais qui doit se faire de façon assez naturelle. Et vas-y. S'il n'y a pas de, enfin, moi je le vois d'expérience, et puis c'est ce qu'on nous apprend aussi à la fac, s'il n'y a pas de motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque uniquement, elle peut être au long terme très toxique. J'ai déjà vu des gens faire du crossfit, vouloir faire des compétitions, avoir des objectifs élevés et avoir le potentiel pour finir par complètement arrêter la pratique. Et même moi, quand j'étais ado, que je faisais du foot, le foot c'est le truc premier, regardez le foot, c'est beaucoup de les jeunes avec les médias et puis comment le foot est tourné, etc. Tous les jeunes ils veulent tous percer dans le foot parce que socialement ça donne la perception sociale ça fait bien d'être footballeur pro, c'est les gladiateurs des temps modernes, etc. Et il n'y a pas de motivation intrinsèque. Et du coup les jeunes ils arrivent à 16-17 ans, ils arrêtent tous le foot. Et moi j'ai déjà vu même ça en crossfit, des gens qui se fixaient des objectifs élevés, qui avaient le potentiel pour devenir bons, mais qui arrêtaient au bout d'un moment parce qu'en fait ils allaient en complète juste pour être bien perçu socialement, avoir des bons résultats, être bien perçu socialement ou pour X raisons, une motivation extrinsèque, et finir par arrêter parce que du coup ils étaient frustrés, ils n'avaient pas les résultats qu'ils voulaient, parce qu'ils n'avaient pas de motivation intrinsèque, du coup ils ne mettaient pas en place les objectifs mesurables, centrés sur soi-même, ils voulaient juste être meilleurs que l'autre à côté, et frustration sur frustration sur frustration, ils ont fini par arrêter, ou pour un moins pratique. C'est vraiment ça, il faut vraiment être focus sur soi, parce que un mauvais objectif, c'est de se dire aux Open, il faut que je batte lui de ma salle. Là, on est déjà… Ça peut être bien s'il y a la motivation intrinsèque. Voilà, c'est ça. J'ai envie de dire, toute forme de motivation est bonne à prendre. Si de la bonne musique, si un cash prize, si avoir des étoiles qui brillent dans les yeux de ses parents, ça vous fait kiffer, bien sûr, il faut le prendre. Mais le truc le plus important, c'est que ça vienne vraiment de là. Et ça peut se bosser ça. Ensuite, donc j'aborde différents thèmes. Je voulais vous parler de l'univers des possibles. Dans la tête de beaucoup de personnes et de sportifs, il y a l'univers du possible et l'univers de l'impossible. On va prendre un exemple concret. Pendant presque un siècle, on s'est dit impossible de courir moins de 10 secondes aux 100 mètres.
impossible de faire un marathon en moins de 2 heures. Dans la tête des gens, dans la tête de certaines personnes, il y a des fois un côté noir et blanc et une forme de frontière entre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. C'est vraiment, voilà, j'ai mis une pensée dichotomique. Dans la tête d'un sportif de très haut niveau, il y a une zone impossible. Est-ce qu'on courra le marathon en 1h40 ? Je pense que dans la tête de tous les marathoniens, on sait que c'est impossible. Mais on sait que 2 heures, c'est possible. Et entre les deux, c'est pareil. Là, il n'y a pas de frontière. En fait, il y a une zone, en fait, qui est grise. Et c'est là où les sportifs, ils vont chercher les records. On se dit pas, le gars, il se dit pas, Kipchoge, il se dit pas, ouais, 2 heures, on peut pas le faire. Il se dit, 2 heures, ça se tente. Et on va essayer, en fait. Et c'est là où, en fait, la magie et les records du monde, en fait, ça se situe vraiment toujours ici. Toujours se dire, bien sûr qu'on doit reconnaître que certaines perfs sont impossibles, mais on peut considérer qu'il n'y a pas de limite à la performance humaine. Parce qu'on arrivera toujours, le moment où maintenant on commence à chronométrer au millième de seconde, parce qu'on sait que voilà, pour aller chercher des records, il faudra peut-être pousser la technologie pour chronométrer au millième. Mais si on a déjà ce mindset à se dire que y a une zone où on peut aller chercher sans cesse, encore et toujours, bah là on peut vraiment essayer de repousser ces frontières. Moi je sais que je ne snatcherai pas à 110, mais je pense que ma zone grise elle est quelque part entre 95 et peut-être 102, un truc du genre. Et puis aussi bien si un jour je serai à 98, je me rendrai compte que là en fait j'étais plutôt là au lieu d'être là. Donc voilà, ça c'est vraiment ce mindset de se dire que rien n'est impossible. C'est un truc qu'on retrouve chez beaucoup de sportifs de très haut niveau. Ou même chez des gens aussi, des athlètes lambda entre guillemets. C'est bien que tu dises que chacun a sa zone grise. Parce que exactement. Encore c'est bien, mais chacun a sa zone grise. Ouais, 2 minutes sur Fran, ok, ça se tente. Du coup, vous savez quelle stratégie vous mettre en place pour y arriver. Ok. L'acceptation et la pensée et l'énergie positive, ça c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver chez beaucoup de sportifs de haut niveau. Juste l'acceptation. Je vais prendre un exemple très bête. Il pleut. Il y a des gens, il pleut. Putain, j'aime pas la pluie. Je vais friser des cheveux. Ça saoule, faut que je marche 400 mètres. Comment je vais faire mon footing? Ok, en gros, il pleut, ils y peuvent rien, mais ils vont concentrer leur énergie ils vont cramer leur énergie à se plaindre et à se prendre la tête avec des choses sur lesquelles ils n'ont aucune prise. Et il y a beaucoup de gens comme ça, mais ça aussi c'est des choses qui se travaillent. Et l'acceptation, c'est de se dire, il pleut, ok il pleut, mais au-delà de ça, la pensée positive, c'est se dire « Putain, c'est cool, hier il faisait beau, demain il va faire beau, il pleut, bah, le jardin en avait besoin. Aujourd'hui, bah, c'est pas grave, j'irai à la piscine au lieu de rouler. » Il y a 30 000 trucs qu'on peut faire. Et toujours, quand on veut être performant, il y a des choses sur lesquelles on n'a aucune prise et se battre contre les choses sur lesquelles on n'a aucune prise, c'est inutile. On se fait chier soi, on fait chier son entourage, parce que quand vous avez quelqu'un autour de vous qui est là toujours à dire « Ah putain, il fait trop chaud, ah il pleut, ah il fait ci, ah il fait ça », il vient vous plomber votre journée en fait. Donc c'est un thème que je n'ai pas abordé, mais l'entourage aussi dans le sport de haut niveau, c'est ultra important. Moi, j'en parlerai pas là, mais ça peut être vraiment… Ça peut détruire la performance. Ça. Donc c'est l'acceptation et toujours essayer de voir. Il ne faut pas être bête et vivre dans le monde des bisounours, mais chaque difficulté ou chaque
Chaque difficulté peut être un challenge. Et ce sur quoi on n'a pas de prise, ok, il pleut, c'est comme ça, fais autre chose. Donc ça, c'est vraiment, dans le sport de haut niveau, il y a énormément de gens qui ont cette approche-là à être des gens ultra, ultra, ultra positifs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et aussi à se dire, ce qui est passé, c'est passé. Tout à l'heure, on parlait là de ce WOD 1 des Marseille. Bien sûr, on préfère commencer une compète en blastant le premier WOD et en se mettant en confiance d'entrée de jeu. Mais vous avez vu les réactions un peu des gars des Games sur les premiers jours. Il y a plein de gens qui ont dit « ouais, 3 events, ils étaient mal classés ». Ils ont dit « il reste 9 events ». Donc si on se rate sur le premier, on ne peut pas revenir sur le passé. Donc on doit tirer les leçons pour le futur, la prochaine compétition, parce qu'on aura écrit tout ça et se dire « ok, en fait, sur les HSPU, moi, j'ai pas le niveau. Là, rameur, j'étais là. Dans mon approche psychologique, j'étais pas assez dedans. » Mais ça sert à rien de se torturer avec le passé. Le passé, ça aide à progresser pour le futur, mais il faut pas se torturer avec. Le passé doit jamais être un boulet dans votre progression. C'est jamais un boulet. C'est toujours de l'expérience qui va vous servir dans le futur. Et d'ailleurs, en général, quand tout se passe très bien, et je ne parle pas du sport, je parle vraiment dans la vie en général, un truc qui se passe bien, on n'en apprend rien du tout. Parce qu'en fait, on ne prend pas le temps de réfléchir pourquoi ça a marché, qu'est-ce qui a fait que tout s'est bien déroulé. Il n'y a que quand on se plante, en fait, qu'on se dit « ah ouais, en fait, là, je n'étais pas au niveau, ça, j'aurais pas dû faire comme ça, là, je n'avais pas la bonne approche ». Il n'y a qu'en situation d'échec qu'on apprend, presque. Donc il faut toujours avoir cette forme d'énergie et l'orienter de façon positive et l'orienter vers le futur. Ok, le dernier thème que je vais aborder avec vous, c'est la pyramide de la performance et du travail. Quand on se fixe un objectif ultra ambitieux, ou pour nous, ça peut être aller au French Throwdown ou juste bien performer à une compétition. Mais quand on va prendre des objectifs de très très haut niveau, là je vais illustrer avec une médaille aux Jeux Olympiques ou je veux bosser à la NASA. Il y a une forme de prérequis, c'est qu'à la base, il faut avoir des capacités innées qui sont en adéquation avec l'objectif final. Donc si on prend la NASA, je pense que pour bosser à la NASA, il faut être ultra intelligent. Ça, c'est une forme de… Il y a un caractère inné aussi là-dedans ou quelque chose qui se construit dans la petite enfance. Il faut être doué avec les chiffres, avec la physique, mais il faut aussi être capable de travailler en équipe, il faut résister à la pression. Donc il y a plein de cases qu'on doit avoir. Dans le sport de haut niveau, il faut avoir la génétique qui va avec le sport. Jordan n'est pas là, mais Jordan, avec sa génétique, on sait qu'il ne pourra pas courir moins de 30 au 10K, c'est mort. Pour jouer en NBA, aujourd'hui, si on fait moins d'1m83, je ne vais pas vous dire que c'est mort, mais ce sera plus dur que les autres. Donc il faut, à la base de cette pyramide, c'est d'avoir tous les blocs qui sont en adéquation avec l'objectif final. Mais par-dessus ça, ce qu'il faudra mettre, c'est du travail et du travail et du travail. Parce que comme a dit Ruben, là, ici, on est 7 milliards sur la planète. Donc il y a forcément au moins 2 millions de mecs qui sont plus intelligents que nous, et ça s'applique dans la vie de tous les jours. Hein. Des gars plus beaux, des gars plus drôles, des gars plus intelligents, des gars plus forts, des gars plus endurants. Il y en a 30 millions. Ça, on ne maîtrise pas, on ne peut pas se battre contre eux, tu vois. On peut juste l'accepter. Par contre, ce que nous, on maîtrise tous les jours, c'est le travail qu'on va mettre dessus. Et quand je mets travail, je ne parle pas forcément de volume. Il y a aussi la qualité du travail qu'on va mettre. Parce que en triathlon, il y a beaucoup d'athlètes qui accumulent des bornes
ils bornent comme des enfoirés. Mais à un moment donné, tu peux borner de façon plus intelligente. CrossFit, ça va être pareil. Le volume pour le volume, quelle est la pertinence? Mais il faut vraiment, voilà, cette notion de travail et de travail et de travail, elle est vraiment importante parce que c'est la seule chose qu'en fait on maîtrise vraiment. On est tous nés différents, on a tous des objectifs différents, on a un entourage différent, tout est différent. Donc il n'y a pas de recette magique, mais il y a un truc qu'on peut tous avoir, c'est le travail qu'on va mettre sur les qualités qu'on a eues de papa, maman et de la nature. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Ces objectifs-là, ils vont nous mener à une situation de mise en concurrence, comme Ruben le disait avant. Mais il faut toujours rester centré sur soi parce que dans cet objectif-là, on peut vite se perdre à se comparer à d'autres personnes et à essayer d'être en concurrence avec d'autres personnes. Et tout ça, c'est… si vous prenez… il y en a des fans de Dragon Ball Z ou pas? Ouais. Si vous regardez avec du recul, un regard d'adulte Dragon Ball Z, c'est ça. C'est ok, je suis né en étant de la planète Namek ou de la planète Vegeta, mais quand là l'objectif ici c'est le tournoi de Cell pour voir qui est le meilleur combattant du monde, mais qu'est-ce qu'ils font tous? Ils vont dans la salle du temps et de l'esprit pour se donner encore plus de travail que les autres. Et ils veulent tous aller là-bas pour bosser encore plus. Donc c'est vraiment cet animé, c'est vraiment le truc qui est là. Et après, il y a, là c'est moi ce que j'appelle le Kobe system du basketteur Kobe Bryant. Il y a des pubs sur ça, c'est de tourner de façon, on va dire, humoristique. Mais c'est ça, c'est quand on a été champion olympique, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ou quand on a été champion NBA, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Là après, c'est champion olympique, record du monde, multiples médaillés olympiques. Là, c'est Michael Phelps. Là, on est dans c'est plus que la performance, ça va être les talents générationnels. C'est ceux qui vont en fait marquer l'histoire du sport. Mais ces gens-là, un Michael Phelps, première médaille olympique à 15 ans ou 15 ans, 9 mois ou 16 ans, voilà, il ne se dit pas « ok, j'ai fini ». Il se dit « maintenant, je vais faire quoi? Je vais tout gagner ». Et peut-être dans 5 siècles, on parlera encore de lui. Parce que personne n'aura réussi à jamais égaler ce truc. Dans DBZ, c'est qui est le guerrier légendaire? C'est là. Et voilà, tout ça, c'est pour vous dire que le travail, c'est la base. Et surtout dans un sport comme le triathlon, le crossfit, où oui, il y a toujours un petit peu de stratégie. Mais au final, celui qui gagne, ce n'est pas le plus intelligent, c'est le plus fort. Et dans le sport de haut niveau et la compète, c'est la loi du plus fort. Voilà. C'est bien d'avoir les deux. Parce qu'entre les deux qui sont les plus forts, c'est celui qui a la petite intelligence en plus qui va gagner. Ouais, ça fait des fois faire la différence. C'est clair. Tout est resserré. Ouais. C'est pas, plus le niveau est haut, plus les écarts sont resserrés. Ah ouais. Les mecs des games, ils squattent tous plus de 200, ils font tous des temps incroyables sur des trucs. Le 10 000 mètres, je pense qu'ils doivent tous avoir des gros temps, mais ce qui fait la diff, je pense, c'est les petits détails. Ouais, petits détails. Les petits détails, après tout ça, c'est… Pour revenir à Michael Phelps, est-ce qu'avec justement par rapport à la motivation intrinsèque et extrinsèque, est-ce que si sa motivation avait été uniquement extrinsèque, il aurait continué? En ayant gagné une petite médaille olympique à 16 ans, il aurait pu se dire c'est bon. C'est bon, fini. Bref, voilà, moi j'en ai… Il y a plein de thèmes qu'on pourrait aussi aborder. Mais voilà, ça me permettait de partager un petit peu… C'est une approche un peu de haut niveau avec vous, mais le haut niveau, c'est… Là, tout le monde, on est tous dans
dans cette démarche-là, à se dire ok, on veut donner le meilleur de nous-mêmes, quoi. Et ça, il y a plein de méthodes en fait qui peuvent se retranscrire aussi dans la vie professionnelle. Les objectifs SMART, c'est carrément dans le pro, ça marche super bien. Et tout ça, ça peut, vie pro, vie perso, ça fonctionne avec tout. Il faut trouver les passerelles et garder toujours à l'esprit qu'on peut et on doit encore sans cesse et toujours apprendre et à alimenter la passion. Voilà. Merci.